Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. L'un d'entre vous dans un commentaire m'a dit qu'il ne regardait pas mes vidéos jusqu'au bout concernant les sujets sur la France parce qu'il était en plein dedans et il en était parfaitement conscient. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi aussi, si je commence à regarder une vidéo qui traite d'un sujet, mais de façon très succincte et que j'y ai déjà certaines connaissances et appréciations, oui, en effet, la vidéo, je ne regarde pas jusqu'au bout. Ce qui est normal. Mais qui m'a fait cette suggestion de peut-être faire des vidéos un peu plus sur les États-Unis. Sur ce que je vis, sur ce que je croise, sur ce que je vois, sur ce que je comprends concernant ce pays. Alors, je vais en effet faire cette vidéo pour vous parler que des États-Unis, même si certains sujets ont des conséquences et des ramifications et des liens avec ce que vous êtes en train de connaître en Europe. On va commencer par cet événement qui est assez impressionnant et qui n'est pas juste qu'un accident, parce que c'est un accident. Je veux parler évidemment du fameux pont à Baltimore. Ce pont qui est en fait le pont qui permet de traverser, qui fait partie d'un grand périphérique qui est la 695, je crois. Donc ça va évidemment apporter quelques perturbations, c'est-à-dire que désormais les gens, pour contourner véritablement Baltimore, vont être obligés de passer par le nord, ce qui va rallonger évidemment et va poser aussi un certain nombre de problèmes de flux pour rattraper, même si il y aura aucune gêne pour tous les gens qui ne sont qu'en passage de Baltimore, puisque vous avez la 95, l'Interstate 95, qui passe au sud de Baltimore et qui n'est pas impactée par cet accident. Accident, puisqu'on le voit bien dans les vidéos dès le départ, ce porte-conteneur a par deux reprises des problèmes électriques, apparemment. Après la première coupure électrique, l'électricité revient et on voit la cheminée qui émet de la fumée, donc c'est-à-dire qu'ils ont redémarré les moteurs. Sauf que malheureusement, quand vous voyez la taille du bateau, et en plus c'est un bateau qui était chargé, vous avez l'effet d'inertie. Et l'effet d'inertie, vous pouvez avoir même le moteur le plus puissant qui soit sur ce genre de bateau. Malheureusement, une fois que le courant fait son effet, la distance qui vous reste au moment où vous retrouvez la main sur votre bateau, malheureusement, il est trop tard. Donc, ce bateau ce porte-conteneur est rentré dans une des piles, et non des moindres, de ce bateau. Après, le reste, si vous n'avez pas vu cette vidéo, ce qui serait quand même dommage, parce qu'elle circule depuis maintenant 2 jours un peu partout, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Actuellement, le bilan est encore incertain, ça aurait pu être pire. D'après les témoignages, on le voit bien, même d'ailleurs, on voit des petites lumières jaunes clignotantes sur le pont. Il y avait des gens de la maintenance qui étaient sur le pont, et certains d'entre eux ont vu ce bateau très clairement qui allait forcément toucher la pile. Et ils ont eu cet instinct d'essayer d'arrêter la circulation. Donc ça a limité un petit peu les dégâts. Mais on a quand même quelques morts, des blessés, et il y a évidemment des disparus qui sont tombés dans la flotte, mais qui ont été emportés par le courant. Donc d'ici là, qui peut-être retrouvent je crois qu'ils ont retrouvé 2-3 corps à l'heure actuelle. Donc c'est un accident qui aurait pu être encore plus dramatique, mais où, de par l'heure où il s'est produit, puisqu'il s'est produit en pleine nuit, imaginez ce genre de problème en pleine heure de pointe, ça aurait fait énormément de victimes.
Mais il y a un autre problème. Même si le port de Baltimore, qui est un port maritime, n'est pas l'un des plus importants des États-Unis, je crois qu'il est à la 14e place, il n'en est pas moins que certains ports maritimes ont plusieurs terminaux qui permettent de déverser des marchandises et de transporter des marchandises liées à une activité économique locale. Je rappelle, Baltimore se trouve dans le Maryland. Le Maryland est limitrophe du District of Columbia, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus vulgairement Washington. Et donc, de par ce port, arrive un certain nombre de marchandises, un certain nombre de produits qui ensuite sont redispatchés par les différents moyens de transport, que ce soit le train, mais plus particulièrement par camion. Je vous l'ai dit, aux États-Unis, c'est un pays ultra-libéral où parfois il n'y a pas de règles, et ce qui fait que vous avez, pour une zone d'achalandise de 10 000 habitants, vous avez une surprésence de réseaux commerciaux, de réseaux de distribution. C'est-à-dire que des fois, vous vous retrouvez avec 4, 5, 6 supermarchés ou hypermarchés sur un rayon de 5 ou 10 km. Parfois, vous avez même 2 ou 3 ou 4 hypermarchés de la même enseigne. J'avais expliqué que moi, dans l'endroit où j'habite, si vous faites 10 km, 5 ou 10 km, vous allez tomber sur un nombre incroyable de stations-service, de supermarchés, je dis bien de supermarchés, quand ce n'est pas des hypermarchés. Alors vous avez des tonnes de Walmart, vous avez des tonnes de Food Lion, vous avez des tonnes de Biolo, pardon. Et nous avons même un Lidl, pour vous dire. Un Lidl et 2 Aldi dans la zone où j'habite. Donc voilà, il y a une surenchère. Hein. C'est le pays de la libre concurrence. Donc il n'est pas rare, des fois, à certains carrefours, où vous vous retrouviez à chaque coin de carrefour avec une station essence. Il y a même des fois des stations essence qui sont l'une à côté de l'autre. Allez savoir pourquoi, tout simplement parce qu'une veut essayer de piquer le marché de l'autre. Et bien évidemment, c'est une guerre de prix. Sauf que ce n'est pas franchement une guerre de prix, puisque de toute façon, quand vous avez 2 stations à essence, l'une à côté de l'autre, vous regardez les prix, c'est exactement les mêmes. Logique. Sauf qu'ils s'amusent parfois à changer les prix en cours de journée. Donc si l'autre station n'est pas alerte du fait qu'ils ont baissé le prix de l'essence de 5 ou 10 cents, voilà, je veux dire, Donc, il faut savoir, et je vais essayer de vous trouver, de vous le mettre ici, il y a à Baltimore, donc Baltimore est un port important pour la région, pour l'État, avec une multitude de terminaux, et vous avez même un terminal de croisière. Donc ce qui veut dire que au moment où il y a eu l'accident, s'il y a des bateaux de croisière avec des gens qui s'apprêtaient à partir ou qui n'étaient qu'en escale, du coup ils sont coincés. Ils sont coincés puisque le pont se trouve à l'embouchure. Donc le fait que tout se soit effondré coupe littéralement l'accès au port de Baltimore. Donc là, on va être obligé d'attendre qu'ils réussissent à déblayer au moins le chenal principal, le chenal de circulation, pour pouvoir réouvrir les terminaux. Mais alors, vous allez me dire, peut-être que ça va prendre une semaine. Hein. Vous savez, je vous avais dit, les Américains, quand il faut se bouger son cul, en règle générale, ils sont assez compétents là-dessus. Ils sont capables de mettre les moyens pour très rapidement résoudre un problème qui peut avoir des conséquences économiques non négligeables. Mais le problème, c'est que même si ça dure peut-être 4 ou 5 jours ou peut-être une semaine, c'est déjà trop.
C'est-à-dire qu'une journée, c'est une perte colossale qui se chiffre en millions de dollars pour un grand nombre de réseaux de distribution, parce qu'ils vont avoir à un moment donné une pénurie. Alors certains réseaux qui ont les moyens, qui ont leur propre réseau, qui ont leurs propres moyens de transport, de transport routier, vont certainement pas reconcentrer, mais redispatcher certains stocks des États, des endroits les plus proches. C'est-à-dire qu'en réalité, ils vont déshabiller Paul pour habiller Jacques, pour compenser. Mais vous avez d'autres réseaux qui n'ont pas cette opportunité. Alors, je donne un exemple. Par exemple, Amazon, ils ont leur propre réseau routier. Walmart, ils ont leur propre réseau de routier également. Parce qu'on croise très souvent d'ailleurs des camions Walmart. Je crois Food Lion aussi, ils doivent avoir leur propre réseau. Mais vous avez par exemple Family Dollar, Dollar Tree, toutes ces sociétés de distribution low cost qui eux n'ont pas une armada de camions suffisant pour pouvoir compenser. Donc va y avoir forcément des pertes au niveau des recettes, au niveau des chiffres d'affaires sur certains secteurs d'activité. Alors là, je vous parle de la grande distribution. Il y a d'autres secteurs où risque d'y avoir des problèmes. Par exemple, le secteur de la construction. Il faut savoir que même si aux États-Unis, on réussit à préserver une filière bois, il faut savoir que certaines sociétés préfèrent acheter du bois en Chine parce que le bois chinois est beaucoup moins cher. Et je vous rappelle qu'aux États-Unis, dans la construction, le bois est très important parce que la construction immobilière aux États-Unis, c'est à peu près 70 voire 80% du bois, c'est-à-dire c'est de la charpente. Donc il faut absolument alimenter. Donc si dans les environs de Baltimore, ou tout du moins dans le Maryland, le bois est acheminé peut-être à 40 ou 50% par l'exportation ou l'importation, par le biais du port de Baltimore, vous risquez d'avoir des chantiers qui tout d'un coup vont être à l'arrêt. Vont être à l'arrêt parce que manque de matières premières. Et là encore, ça va faire des retards dans les délais, dans le cahier des charges, et les entreprises, voire les sous-traitants, parce que comme en France, il y a beaucoup de sous-traitants dans la construction. Il y a des moments où il va y avoir des retards de paiement au niveau des factures, des retards au niveau de la fourniture de matériel, de matières premières, etc. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et ça peut vous plomber, voire vous faire couler certaines entreprises. Et là, je vous donne un exemple qui peut éventuellement s'étaler, c'est-à-dire une rupture d'approvisionnement, peut-être pendant une semaine. Donc vous imaginez, quand il y a eu le Covid, et qu'à cause du Covid, il y a eu des mesures de restriction, des mesures sanitaires qui ont entravé le bon fonctionnement et la bonne productivité de l'activité des ports autonomes, des ports maritimes. Pour la petite anecdote, souvenons-nous de ce qui s'est passé à cause des événements du 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, ça a provoqué aux États-Unis quoi ? Ça a provoqué que tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne détermine pas s'il n'y a pas eu d'autres menaces, eh bien pendant 24 heures, tous les aéroports ont été fermés. Alors, heureusement, il y a eu des petits jeux d'influence pour très rapidement réouvrir certains aéroports internationaux avec des mesures de sécurité renforcées. Mais je peux vous dire qu'il y a certaines compagnies et certains aéroports, ils l'ont senti passer. Un autre exemple, 2008, la fameuse crise financière. Vous avez eu aux États-Unis beaucoup de gens qui ont eu de cire froide. Pourquoi ? Tout simplement parce que parmi les sociétés qui étaient dans la mouise, qui étaient à la limite de déposer le bilan
à la limite de faire faillite, vous aviez une société qui s'appelle AIG. AIG, c'est une société bien connue, un assureur. Sauf que le problème, c'est que AIG s'est retrouvé dans la merde, avec un niveau dans le rouge que vous ne pouvez même pas imaginer. À tel point que AIG était sur le point de faire faillite. Sauf que le problème de AIG, c'est qu'AIG, c'est en grande majorité l'assureur des ports autonomes, des ports maritimes, des ports commerciaux, mais aussi des aéroports. Beaucoup d'aéroports internationaux sont assurés par AIG. Donc si AIG avait fait faillite, ça veut dire que pendant quelques jours, le temps que toutes les structures retrouvent un assureur qui propose des contrats, etc., parce que évidemment, ça ne se fait pas comme ça en quelques heures, en quelques minutes. Ça voulait dire que pendant quelques jours, tout était fermé. Et ça, c'était hors de question. Et AIG a été renfloué par l'État fédéral. Mais c'est bien la démonstration de ce qu'on appelle le too big to fail. C'est-à-dire ces consortiums, ces empires financiers qui aujourd'hui ont des intérêts dans quasiment tout. Si jamais ces sociétés se retrouvent dans la merde et risquent la faillite, eh bien ce sont des pans entiers de l'économie de beaucoup de pays qui risquent d'en pâtir, qui risquent de souffrir avec toutes les conséquences. Conséquences immédiates, mais aussi conséquences à effet domino, voire rétroactif. Pendant les années 2010, l'effet rétroactif, c'est tout simplement la reconcentration des finances, des activités d'un certain nombre d'entreprises et à l'aboutissement de ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des politiques de dématérialisation, d'automatisation, pour supprimer l'emploi. L'emploi qui coûte trop cher, pour faire des économies. Donc vous voyez, la dépendance que nous avons aujourd'hui, surtout dans les pays occidentaux, les pays capitalistes, que le moindre amicroche, le moindre hoquet, peut faire s'écrouler des empires et mettre des économies à terre. D'où la raison pour laquelle, quand on parle de too big to fail, on dit souvent que finalement, aujourd'hui, ces empires financiers, finalement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même se mettre hors la loi. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que les États fassent ? Ils vont pas leur faire mettre la clé sous la porte. Sinon, les États se retrouvent dans une situation où ils vont devoir affronter un chaos économique de grande ampleur. Et c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des hégémonies aussi bien commerciales, financières que politiques, que si jamais demain on les traîne devant les tribunaux parce qu'ils ont fait des tas de conneries, parce qu'ils ont fraudé, etc., on ne va pas risquer quand même de les condamner à la faillite parce qu'ils sont trop hégémoniques dans certains domaines. Alors vous avez quand même des sociétés qui sont très importantes, mais qui finalement ne sont pas aussi importantes que ça. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont dans des secteurs et dans des marchés où ils sont très facilement rachetables ou remplaçables. Par exemple, c'est le cas du marché de l'Internet, du marché du numérique. Oui, Google, Alphabet est une entité assez importante. Oui, Apple est une entité importante. Mais Apple, on peut les condamner, voire même demain, ils peuvent faire faillite. Ça ne gênera pas au grand monde, puisque leurs produits, de toute façon, toutes les licences seront rachetées par un concurrent. Comme ça a été le cas, par exemple, dans l'automobile. Dans l'automobile, aujourd'hui, vous avez certaines marques qui existent encore, mais qui ne sont plus des marques indépendantes parce qu'elles appartiennent à d'autres sociétés. Je n'ai pas de souvenir, mais regardez Volkswagen, par exemple. Regardez ce que Volkswagen a en tant que propriété sur d'autres marques de véhicules. Par exemple, je crois qu'ils ont Audi, ils ont
Range Rover, je crois. Ils ont Jaguar. Donc vous voyez, c'est un peu comme les régies automobiles françaises, hein, j'ai envie de dire. Hein. Regardez Peugeot Citroën, Peugeot PSA, ce qu'on appelle PSA maintenant. Donc ils se bouffent les uns les autres. Mais la faillite d'une grosse entreprise n'a pas de conséquences graves, on va dire, dans l'économie entière d'un pays. Si ce n'est en effet que des restructurations vont peut-être voir des délocalisations, comme ça on en a vu, hein, avec des licenciements de masse, etc. Même encore aujourd'hui, hein, de toute façon, c'est la compétition à celui qui va avoir l'offre la moins chère pour l'entreprise, la meilleure marché pour l'entreprise. Ce qui fait que on a eu par exemple ici aux États-Unis, il y a eu l'affaire je crois de Ford. Ford qui avait reçu des subsides, des aides de l'État fédéral, avec une condition de revenir ou de réinstaller des chaînes d'assemblage aux États-Unis. Et qui plus est, essayer de refaire revenir une chaîne d'assemblage dans la ville emblématique de Détroit. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu un changement d'administration, ça c'était à l'époque d'Obama, et sous l'administration Trump, les influences et les lobbying ont fait qu'ils ont réussi à casser l'accord et ils ont installé finalement la chaîne de montage au Mexique. En France c'est pareil, hein, c'est les mêmes. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit, je vais parler des États-Unis, mais il y aura toujours quelques liens, quelques ramifications sur ce que vous connaissez en Europe. Mais en France, c'est pareil. En France, vous avez parfois des accords qui sont passés avec des régions, avec des départements, avec certaines entreprises qui s'engagent à construire une chaîne de montage, ou une chaîne d'assemblage, une chaîne de production, une chaîne de transformation, etc. Et puis, suite à des problèmes qui peuvent être provoqués, finalement le projet ne se fait pas, est abandonné. Et puis 3 mois après, on apprend que l'entreprise finalement va construire son usine dans le département d'à côté. Et puis il suffit qu'il y ait des journalistes ou les services de répression des fraudes qui soient saisis, qui soient suffisamment curieux pour aller plonger leur nez pour se rendre compte que finalement l'entreprise a provoqué elle-même le problème dans le département avec lequel à l'origine elle avait un accord, parce qu'elle avait une proposition du département d'à côté. Business is business, comme on dit. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à cet accident, c'est important. Je vais revenir maintenant sur où est-ce qu'on en est avec la campagne présidentielle. On en est que, on le sait que de toute façon maintenant c'est clair, c'est Biden, Trump qui vont s'affronter, même si on a un troisième challenger qui reste en lice, qui reste en compétition, c'est Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. qui, comme je vous l'avais dit, devait faire une annonce le 26 importante. En fait, l'annonce, c'est tout simplement l'annonce de celle qui sera sa colistière, comme on le dit, colistière qui est destinée à devenir vice-président en cas d'élection. Et il a choisi cette dame qui est bien connue dans les milieux de la technologie et du numérique. Mais ce qui est très intéressant avec Robert Kennedy, c'est qu'il réussit quand même à avoir une attention de la part de certains Américains. Même si ça reste malheureusement excessivement minoritaire, mais néanmoins, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on est au mois de fin mars, et que dans le camp des démocrates comme du côté des républicains, le balai, en règle générale, c'est mai-juin, peu de temps avant les grandes conventions
où certains candidats commencent à abandonner la compétition. Mais là, force est de constater que ils ont tous abandonné. Même Nikki Haley face à Trump, voilà, elle a jeté l'éponge. Mais que Robert Kennedy Jr., il tient, quoi. Il tient. Et c'est dommage parce que ça pourrait quand même être intéressant de voir si un troisième compétiteur pouvait éventuellement bousculer les conventions. Malheureusement, aux États-Unis, les choses sont bien paramétrées, les choses sont bien calées de telle manière à ce que de toute façon, on soit assuré à 100% que les Américains ne votent pour personne d'autre que démocrates ou républicains. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, c'est un peu difficile. Dans la logique des choses, oui, Trump est sûr de gagner. Mais, évidemment, les démocrates étant aujourd'hui dans une situation extrêmement chaotique, on pourrait dire même apocalyptique, le risque de voir les démocrates en venir finalement à faire de la fraude électorale n'est pas exclu. Je dirais même que les démocrates sont tout à fait capables de galvaniser une partie des démocrates progressistes, fanatiques, voire même d'aller chercher les wokistes, etc., pour camoufler leur fraude. C'est-à-dire même des fraudes qui seront très flagrantes, qui seront même constatées, devront passer par des commissions, mais les commissions seront évidemment graissées très généreusement pour ne rendre aucune autre décision que non, c'est faux, il n'y a pas eu fraude. C'est exactement ce qui s'est passé avec la plainte et le procès sur la société Dominion, qui est une des sociétés leaders sur le vote électronique. On le sait, de toute façon, il y a des éléments qui méritent en effet le questionnement, qui méritent que l'on doute de la crédibilité, de la fiabilité, de l'intégrité de cette société à offrir un service sécurisé. Sauf que malheureusement, c'est tombé devant un tribunal qui était clairement à la solde finalement de la société Dominion. Parce que le problème, et ça malheureusement c'est ce qui est en train de commencer à s'installer en France, c'est que malheureusement le système judiciaire américain il est corrompu, oui, plus ou moins, mais il y a beaucoup trop de liens entre le système judiciaire, tout du moins les gens qui sont dans le système judiciaire américain, et le milieu des affaires et la politique. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare d'avoir des juges qui... alors, normalement, il y a des systèmes de protection, il y a des garde-fous, c'est-à-dire que des juges ont l'obligation de faire des déclarations comme vous avez... comme on avait eu avec le Covid, avec tous les professeurs qui font des déclarations d'intérêt. Quoique, je rappelle, les déclarations d'intérêt qu'ils font n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est une forme éthique, mais assez hypocrite, de dire, voilà, si vous avez des intérêts avec des laboratoires parce que vous avez travaillé avec eux, ou parce que vous continuez à travailler avec eux, ou sinon parce que vous avez des intérêts, même des intérêts financiers, avec certains laboratoires, ce serait bien que vous les déclariez. Ce serait bien que vous les déclariez. Il n'y a pas d'obligation. C'est une question de moralité. Aux États-Unis, par contre, tout ce qui est juge, etc., ils ont l'obligation quand même de donner leur conflit d'intérêts qu'ils pourraient avoir à être nommés pour traiter certains dossiers, certaines affaires, qui plus est des affaires qui peuvent toucher le milieu économique, social, voire même politique. Donc, malheureusement, aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est acquis. Tout le monde le sait. Tout du moins ceux qui sont intéressés, qui sont à un temps soit peu cultivés, le savent. Donc malheureusement, la justice américaine, tout dépend sur qui on tombe.
Si on tombe sur des juges qui n'ont aucun conflit d'intérêt, etc., là, dans ce cas-là, en effet, la justice américaine peut être rendue de façon équitable, voire même très sévère. Comme, malheureusement, des liens de cause à effet, surtout avec les liens politiques, les politiciens, en règle générale, vont faire en sorte d'essayer de faire nommer leurs copains pour que le procès aille plutôt dans un sens que dans un autre. Donc ça, malheureusement, et c'est valable aussi par rapport à ce qui se passe avec Trump. Les procès pour lesquels Trump aujourd'hui est traité, est évident que les juges qui l'ont mis devant les tribunaux sont des juges très clairement affichés progressistes. Ce ne sont pas des juges, on va dire, indépendants, ce ne sont pas des juges avec une certaine, on va dire, autonomie ou indépendance d'esprit. Hein, on va être très clair sur le sujet. Donc du coup, aujourd'hui, il y a des sondages, comme il y a en France, etc. Mais c'est excessivement, aujourd'hui, compliqué, difficile, d'essayer d'extirper réellement pour qui les Américains vont voter. Si tant est qu'ils votent. Je dis si tant est qu'ils votent, parce que là où, quel que soit le résultat, ce qui va être très intéressant à voir et à regarder concernant l'élection présidentielle américaine, ça va être l'abstention. C'est-à-dire faire la comparaison entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants, voire même voter blanc. Mais je pense que chez les démocrates, si on fait une statistique sur les 3 dernières élections, j'ai l'impression qu'il va y avoir un risque énorme de voir un grand nombre d'Américains progressistes finalement s'abstenir. S'abstenir, d'autant plus que là, vous avez eu récemment le vote Conseil de sécurité de l'ONU, alors le Conseil de sécurité élargi, hein, pas le Conseil de sécurité avec les 5 membres, le vote pour le cessez-le-feu, enfin l'exigence d'un cessez-le-feu à Israël concernant la bande de Gaza. Et les États-Unis se sont abstenus. La personne qui s'est abstenue, c'est une personne qui est aux ordres de l'administration américaine. Donc ça veut dire que c'est l'administration Biden qui a demandé l'abstention. Ce qui, soyons clairs, aujourd'hui, qui sont les Américains qui manifestent pour les Palestiniens, pour le cessez-le-feu, etc., ce ne sont pas des républicains, hein. Ce sont des Américains démocrates, ce sont des Américains progressistes. Donc le fait que les États-Unis se soient abstenus sur le cessez-le-feu, ça va aggraver la situation, je dirais, de conscience, d'existentialisme auprès d'Américains démocrates ou qui se disent démocrates, voire peut-être, voire des démocrates qui sont limite borderline d'en avoir assez des excès de confiance, des débilités, des absurdités des démocrates, voire basculer côté Trump. Exactement comme ce qui s'est passé en 2016. Même si la proportion était très infime, un certain nombre d'Américains qui ont voté pour Trump étaient à l'origine des démocrates, étaient à l'origine des progressistes. Mais des progressistes plutôt tendance, pas néo-conservateurs, ni néo-progressistes, mais entre les deux. Et qui finalement, de par l'énorme déception qu'ils ont eue avec la politique Obama pendant 8 ans, et ça s'est constaté énormément dans la communauté afro-américaine, plutôt afro-américaine religieuse, hein, et qui plus est, autre facteur aggravant pour les démocrates, ça a été évidemment BLM. BLM a énormément porté préjudice aux démocrates. Parce que la connerie qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont cru qu'en jonglant sur l'antiracisme, de lutter contre les violences policières, par le biais justement de ce mouvement BLM. Le problème, le mouvement BLM, c'était un mouvement évidemment progressiste, mais voire ultra-progressiste. Et qui plus est, anticlérical. Or, il faut savoir quand même qu'il y a une grande majorité d'Afro-Américains qui sont des religieux.
qui sont des croyants. Donc là, ça la fout mal. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à l'heure actuelle sur la situation concernant la campagne présidentielle américaine et l'impact qu'il y a actuellement sur la population américaine. Donc, affaire à suivre. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets sur lesquels, concernant les États-Unis, vous voudriez que je puisse développer à ma modeste mesure, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, portez-vous bien.